Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Jérôme Bergerot, je serai le maître de cette cérémonie, de cette conférence dans le cadre de ce premier salon des professionnels de l'amiante qui se tient en région et donc à Lyon. Vous connaissez peut-être, sans doute, le rendez-vous de Paris qui a lieu en septembre, et il y aura aussi, pour votre information, un salon de la même nature régionale qui se déroulera à Nantes au mois de novembre. Bienvenue donc pour cette conférence, comme vous voyez sur l'écran, intitulée Regards croisés, allier les expertises pour optimiser la gestion du risque amiante, avec un certain nombre d'intervenants qui sont là. Pierre-Alban Doucet, qui représente la CARSAT Rhône-Alpes. Bonjour donc. Sébastien Paquet, qui représente la Direct Rhône-Alpes Auvergne, parce que les Auvergne-Rhône-Alpes, puisque vous n'avez pas fusionné, vous, au niveau de la CARSAT encore. C'est peut-être pas prévu. Sébastien Paquet, qui est donc fier du nouveau titre obtenu par Clermont-Ferrand en rugby. Voilà. 35 finales, 2 titres. Pardon. Daniel Bisson, Société CDB, représentant du CIRTA. Et puis à ses côtés, maître André Vianès, qui est juriste spécialisé de l'amiante. Et le dernier intervenant au centre, Pascal Roussillon, la société Secobat Expertise, qui représente également la Fédération interprofessionnelle du diagnostic immobilier. Voilà, les présentations sont faites. En 1 heure de temps, puisque la salle ensuite est prise par un atelier. En 1 heure de temps, eh bien, nous allons intervenir, nous allons évoquer un certain nombre de points, notamment une présentation des points d'actualité qui seront faits par Monsieur Bisson dans quelques instants. Avec les acteurs locaux, donc Direct et CARSAT, eh bien, nous verrons quelles sont les actions que vous menez sur le terrain, à la fois d'information, de formation, peut-être de répression. Et puis ensuite, eh bien, nous évaluerons les responsabilités, les changements de responsabilité, s'il y en a, d'un point de vue juridique, avec Maître Vianès, et aussi du point de vue de l'entreprise représentée par Monsieur Roussillon. D'ores et déjà, je tiens à m'excuser pour ce petit contretemps. On est un peu dans la traduction et à l'image de ce que les textes peuvent parfois apporter en termes de contradiction. Un programme disait 10 heures, l'autre programme disait 10h30. C'est un peu comme la réglementation sur l'amiante. Parfois, il y a des choses qui se superposent et qui ne sont pas tout à fait compatibles. Donc, c'est bien 10h30, 11h30. Et ensuite, donc, l'atelier ITGA sera dans cette même salle à partir de midi pour celles et ceux qui seraient intéressés. Je passe d'ores et déjà la parole donc à vous. Vous allez être notre monsieur actualité, Daniel Bisson, pour faire un point, pour commencer sur ces 3 actus, donc le décret, la parution de la norme 46020 et la fin de la période transitoire sur l'obligation d'avoir une mention pour réaliser les repérages amiante avant démolition. Un mot sur ces 3 actualités, elles sont attendues, elles étaient attendues? Elles sont attendues depuis déjà un certain temps, puisque c'est est-ce qu'on peut monter un tout petit peu le niveau micro sonore, où je parle plus fort. Très bien, merci. Bon, bonjour à tous. Donc cette actualité est importante puisque le maillon faible de la procédure amiante concernant les chantiers était depuis un certain temps donc ce qu'on appelle le rapport de repérage avant travaux, qui désormais par le décret du 9 mai est appelé le RACO, rapport de repérage avant certaines opérations. Et ce rapport de repérage avant travaux est la base même de l'évaluation préalable des risques concernant les chantiers de désamiantage. Je voudrais faire simplement un rappel, c'est que la profession du désamiantage, nous sommes souvent considérés, tout corps d'État confondu et tout intervenant, comme des pyromanes, alors que nous sommes des pompiers. Nous sommes des pompiers de l'intervention en amont. Et en tant que pompier, on se doit de faire de l'information préalable. Et pour que l'on fasse des informations préalables, il faut partir de l'évaluation préalable des risques. C'est en partant de ce raisonnement que la réglementation évolue. Et pour notre part au CIRTA, nous avons travaillé en accord et en action directe avec la DGT pour la constitution des textes réglementaires permettant d'avoir enfin, pour le rapport avant travaux, des textes précis. Ça a démarré par la parution de la loi donc, de juillet, modification de la loi travail. Il y a eu bien sûr ce décret. Nous l'attendions plus tôt. Il devait paraître fin décembre. Bon, les problèmes politiques, les problèmes de gestion de temps ont fait que c'est paru un peu plus tard. Et donc ce décret doit être confirmé donc, par 6 arrêtés d'application qui vont paraître au fur et à mesure, et le dernier devant paraître donc, fin 2018. Nous attendons pour nous
les hommes du bâtiment, en priorité donc l'arrêté d'application du décret du 9 mai pour, on va dire, septembre. Préalablement, la norme qui devait venir en aplomb et en appui de l'arrêté d'application va paraître peut-être avant, c'est-à-dire en juillet. Donc il y aura certainement encore des petits ajustements ou des dysfonctionnements. On verra un petit peu comment ça va se passer. Mais enfin, nous allons enfin avoir un cadre réglementaire sur ces opérations de repérage préalables avant travaux, qui sont vraiment le problème fondamental pour l'évaluation préalable des risques et l'évaluation financière préalable. Donc voilà pour le décret qui instaure une quantité estimée, ça c'est aussi une des nouveautés. Alors les quantités estimées, non, les quantités estimées, l'opérateur de repérage a toujours les mêmes obligations de faire des préconisations, mais il appartient surtout à l'opérateur de déterminer le nombre de prélèvements qu'il va faire. Il n'appartient en aucun cas au maître d'ouvrage de définir le cadre de prélèvement des sondages à réaliser. C'est de la seule responsabilité de l'opérateur de repérage d'estimer les prélèvements à réaliser. Mais ces prélèvements doivent être faits en fonction de la nature et du périmètre des travaux à réaliser. Donc en priorité, il faut que le maître d'ouvrage définisse ce périmètre des travaux. On ne fait pas un rapport de repérage avant travaux sur un immeuble entier quand on réhabilite simplement une pièce. Donc un rapport de repérage est adapté. Donc si nous n'avons pas de programme initial, on va dire même programme général, parce que le programme détaillé interviendra au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Mais donc nous allons avoir avec le RACO une possibilité enfin d'avoir un rapport de repérage permettant d'avoir une première estimation. Et une fois que les travaux vont avancer, peut-être une amélioration, une modification, des compléments d'investigation en fonction de l'avancement du périmètre et de la nature des travaux. Donc ce n'est pas un document définitif, l'accompagnement devra se faire de tout au long, et donc il faut effectivement que le diagnostiqueur ou l'opérateur de repérage, pour moi c'est l'opérateur de repérage étant vraiment donc dans le cadre de travaux, cet opérateur sera associé en permanence à l'avancement du chantier. Vous avez pointé les maîtres d'ouvrage. Là, maintenant, ils ne pourront plus se dédouaner des quantités, d'un certain nombre de choses qu'ils regardaient peut-être passer d'un œil un peu lointain, distrait. Alors, je dirais qu'à la décharge des maîtres d'ouvrage, la réglementation amiante est tellement complexe et sûrement était tellement a subi une succession de textes qui s'abrogent, qui ne s'abrogent pas. La référence aujourd'hui à des décrets 96-97 dans des rapports de diagnostic est quelque chose d'extrêmement préoccupant quand même. Donc, les maîtres d'ouvrage n'ont pas eu l'opportunité de suivre l'évolution de la réglementation. Donc, ce rapport de repérage était exigé au titre des principes de prévention. Donc 41-21, donc qui représentait, je dirais, les principes généraux de prévention. Et l'article 94-97, qui effectivement, pardonnez-moi, alors là, faute. Le 42-97 Code du travail qui disait que le maître d'ouvrage doit donner donc, tous les documents amiantes nécessaires à l'appréhension du risque. Mais il n'y avait pas de texte précis. Donc, on avait des diagnostics amiantes qui dataient de 2006, 2008, 2009, un dossier technique amiante établi en 2006 sans jamais avoir été mis en œuvre. Donc, il faut simplement faire, je pense, un énorme travail de pédagogie en ce qui nous concerne, enfin tous les professionnels, auprès des maîtres d'ouvrage, pour les aider à bien appréhender la réglementation. Ça, c'est la première mission. Tout part du maître d'ouvrage, comment l'aider, comment l'assister, avec un métier qui est compliqué. On sait très bien que c'est un risque financier aussi important, puisque ça, il ne faut pas l'oublier. Mais il faut aussi rappeler que l'amiante est un risque chimique, et ça n'est pas un risque traditionnel. Donc ça, c'est à prendre en considération par l'ensemble des maîtres d'ouvrage, privés ou publics. Tout le monde est concerné par le risque amiante. Et aujourd'hui, quand il m'arrive en tant que formateur SS3 de faire donc, la formation, je commence toujours ma formation en tapant sur planétoscope.amiante. Le nombre de décès donc, issus du 1er janvier de l'année et le nombre de maladies professionnelles. Je peux vous garantir que sur 10 jours de formation, ça monte très rapidement. Aujourd'hui, on en est à 900 décès depuis le 1er janvier et à 2800 maladies professionnelles dues à l'amiante. C'est la deuxième source de maladies professionnelles donc, pour les salariés. Donc ce n'est pas un petit risque, c'est un risque important. Et on peut comprendre que nous devons, nous, professionnels, aider les maîtres d'ouvrage en amont, dans l'évaluation des risques préalables, pour pouvoir leur apporter toute l'aide à justement cette estimation financière, responsabilité civile, pénale. On est dans un risque chimique et je pense que c'est important. Donc nous sommes des pompiers, nous ne sommes pas des pyromanes. C'est important de le savoir.
Pierre Alban Doucet reviendra tout à l'heure sur le coût de l'amiante pour la société française dans son intégralité. Vous l'avez à peine esquissé sans aller trop loin sur les maîtres d'ouvrage. Ça leur donne un certain nombre de points, d'obligations. Et surtout, ça permet aussi de laisser libre, le désamianteur, enfin plutôt le diagnostiqueur, du nombre de points sur lesquels il va pouvoir se baser, parce que sur les marchés, parfois, les maîtres d'ouvrage sont tentés de contraindre un peu pour des raisons de coût en disant vous me faites 50 prélèvements et puis pas au-delà. Non, ça n'est absolument pas de leur responsabilité. Bon, la jurisprudence, Maître Vialès pourra peut-être en parler, mais donc il est hors de question, et ça n'est pas réglementaire qu'un maître d'ouvrage fixe dans son cahier des charges un nombre de prélèvements. Donc ça veut dire quoi, que le marché est caduc ? Non, c'est un marché de dupes, parce qu'à un moment donné, on sait bien qu'on va signer un marché pour 50 prélèvements, et derrière, il y aura des travaux supplémentaires ou des investigations supplémentaires. Donc c'est encore en amont. On préfère ficeler un dossier en sachant qu'on aura un prix initial pas trop cher, puis on verra, on tend les épaules en se disant qu'est-ce qui va se passer derrière. Et malheureusement, quand vous avez 50 prélèvements et que finalement vous devez en faire 400, il y a un problème qui se pose, financier, technique. Parce qu'il faut aussi quand même rappeler une chose, c'est que les opérateurs de repérage qui font des rapports, des investigations amiantes, je pense que certains l'ont un peu oublié, mais enfin le décret du 4 mai précise exactement ce sont les opérations SS3 et SS4. Et les opérations SS4, quand un opérateur de repérage amiante fait des sondages destructifs, la première personne qui est en risque amiante, c'est lui. Et en plus, il ne saura s'il a été en risque ou pas que quand il aura les résultats d'analyse, quand il fait des analyses sur opérateur, ce qui normalement doit être obligé. Donc il peut se mettre en risque lui, mais il le saura plus tard. Et deuxièmement, il faut au moins savoir s'il n'a pas pourri toute la zone dans laquelle il a fait les rapports de repérage et les sondages. Ça veut dire qu'un mode opératoire pour un SS4, c'est une obligation, ce n'est pas une recommandation. Et si je ne peux pas faire mes sondages destructifs, je fais les réserves. Et je ne pourrai faire ces compléments d'investigation que quand les locaux seront disponibles, c'est-à-dire donc qu'ils seront consignés et évacués. Donc c'est un vrai programme et c'est un vrai partenariat. Le diagnostiqueur est un vrai partenaire initial et ce n'est pas simplement quelqu'un qui doit remplir des cases et une grille tarifaire. On a dans une vraie évaluation des risques et on a un devoir de conseil. Il faut quand même s'appuyer sur les arrêtés du 12 décembre 2012, sur les recommandations que doivent faire les opérateurs de repérage face à des situations ou des constats très importants de mise en danger potentielle. Alors le maître d'ouvrage, il dit je suis d'accord ou pas d'accord, mais l'opérateur a l'obligation de le faire. Je fais une petite entorse au programme que je vous ai présenté pour passer la main à maître André Vianès sur ce sujet, sur les marchés qui limiteraient le nombre de repérages. Que faire quand on est une entreprise ? Oui, l'opérateur de repérage doit être absolument indépendant du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre ou du propriétaire qui peut le solliciter. Ça, c'est un principe. C'est-à-dire que s'il acceptait de voir ces opérations, de voir, si je puis dire, sa main guidée par le maître d'ouvrage, il serait dans une situation qui serait une situation de dépendance. Donc il engagerait, en cas de problème, il engagerait sa responsabilité. Le grand intérêt, j'y reviendrai tout à l'heure sans doute quand ce sera mon véritable tour, le grand intérêt de la réglementation actuelle dans son évolution, c'est de donner des responsabilités indépendantes, autonomes, mais en même temps simultanées, d'une part aux donneurs d'ordre, aux propriétaires, ou maître d'ouvrage, d'autre part à l'opérateur de repérage, lequel est enserré dans un cadre, enserré au bon sens du terme, se voit fixer ses obligations par le cadre nouveau. Certains seront certifiés, mais je pense qu'on y reviendra dans la suite. Et enfin, l'entreprise de désamiantage, qui ayant un diagnostic complet ou dont les limites sont tracées, peut ensuite effectuer elle-même ses propres opérations, en quelque sorte, à chacun son métier, et l'amiante sera bien confinée. Merci. Alors revenons sur on va changer complètement de programme, mais c'est pas grave. Pascal Roussillon, c'est vrai que vous représentez le terrain. Juste une précision, effectivement, par rapport à ce qu'a dit M. Bison. Il arrive effectivement que des maîtres d'ouvrage nous incite ou nous demande de limiter le nombre de prélèvements parce qu'effectivement les prélèvements coûtent
beaucoup plus cher que la prestation réalisée par le diagnostiqueur dans le coût d'une opération. Donc c'est vrai que c'est un enjeu important, et en plus c'est un enjeu qui n'est pas maîtrisé. Autant la prestation du diagnostiqueur, on peut s'engager sur un forfait et un nombre de jours de travail, autant le nombre de prélèvements que nous allons réaliser en fonction des matériaux que nous allons rencontrer, on l'ignore complètement à l'avance. Donc il est certain que les maîtres d'ouvrage ont tendance à nous demander de ne pas multiplier. Maintenant, un diagnostiqueur professionnel, d'abord, ne va jamais se laisser imposer un nombre de prélèvements à réaliser, parce qu'on ne peut pas faire. Enfin, c'est comme si vous alliez voir le médecin et que vous lui disiez « Ok, je vous donne 10 minutes pour trouver quelle maladie j'ai ». Enfin, c'est pas possible. Il y a des examens à faire, il faut avancer, il faut tâtonner, il faut... Bon. Donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément après, et ça va être tout le professionnalisme de l'entreprise de diagnostic, c'est effectivement de faire des stratégies et de comprendre entre guillemets l'intelligence constructive pour pouvoir faire son travail de la manière la plus professionnelle possible, tant vis-à-vis, bien entendu, de son client donneur d'ordre, que de l'entreprise de désamiantage qui, derrière, va devoir intervenir. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de considérer la totalité d'un bâtiment comme contenant de l'amiante si on a trouvé des résultats contradictoires ou des résultats positifs à un moment et négatifs dans l'autre sur ce qui semble être un même matériau. Derrière, il faut que l'on comprenne pourquoi. Ça fait partie des conseils que l'on doit donner aux maîtres d'ouvrage, voire aux maîtres d'œuvre, pour dire à un moment donné, stop, il faut faire une étape et puis il faut approfondir des recherches sur tel ou tel élément de façon à ce que derrière les éléments puissent, les opérations puissent se dérouler convenablement. Tout ça pour dire juste une chose, c'est que un diagnostic avant travaux ou avant démolition, puisque c'est de l'objet, c'est pas quelque chose qui doit se décider au dernier moment. Ou dire vite, on lance un dossier de consultation des entreprises, il nous faut les résultats pour la semaine prochaine. C'est pas possible. Un diagnostic avant travaux, avant démolition, c'est quelque chose qui se prévoit, qui se construit dans le temps. On est vraiment dans la phase étude, et cette phase étude, eh bien, il faut être présent dès le départ, et puis ça va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, de façon à arriver à un résultat cohérent en fin d'opération, pour que les opérations de désamiantage puissent se faire convenablement. Merci. Daniel Bisson, on reprend sur les trois actualités. Donc là, nous venons de parler du RAT. Il y a la norme, donc c'est ce qui s'affiche à l'écran, la fameuse norme 46020, attendue aussi depuis... Normalement pour juillet. Oui. Normalement, ça veut dire... Normalement, écoutez, aujourd'hui les commissions se réunissent, c'est tergiverse. Enfin, il y a beaucoup d'acteurs qui sont en train d'essayer de mettre cette norme au point, mais tout le monde est un peu dans l'expectative compte tenu que l'arrêté bâtiment n'est toujours pas paru. Sans nous la détailler, qu'est-ce qu'elle dit et quel est l'impact ? L'impact est d'avoir enfin donc un cadre réglementaire qui est souvent rappelé par, je dirais, les diagnostiqueurs. Il faut rappeler que 46020 initial, qui était mise à jour en 2008 avant, cette norme n'a jamais été obligatoire. Elle est homologuée, mais elle n'est rappelée dans aucun texte réglementaire. Donc, elle est conseillée, les opérateurs font référence. Bien souvent, d'ailleurs, on fait le déroulé de l'annexe 13.9, les 4 pages de l'annexe 13.9, et on ne sait pas si on a fait ou pas donc, les investigations sur la totalité des points des annexes. Donc, la norme n'est pas un rappel de quelque chose, c'est un ordonnancement dans la façon de concevoir, de rédiger et de faire les préventions nécessaires suite aux investigations. Et cette norme, normalement, devrait être calquée sur un arrêté d'application. Donc, enfin, elle serait effectivement, on va dire, légale et rendue obligatoire dans sa forme et dans son fond, donc sur la base de l'arrêté qui doit paraître malheureusement un peu après. Qui va paraître dans un mois ? Oui. C'est ça. Et la dernière actualité, donc, c'est l'obligation d'avoir une mention pour réaliser les repérages avant démolition, les examens visuels, ça, 1er juillet. Alors, cette obligation, oui, elle est importante parce que les certifications de 2006, c'était des certifications, on va dire, de diagnostiqueurs immobiliers. Pour nous, formateurs, on était un peu surpris qu'en fait les formations étaient un peu légères, voire inexistantes. Donc, il y a quand même une importance flagrante entre un diagnostiqueur immobilier qui fait ce qu'on appelle les diagnostics traditionnels liés à l'acquisition ou à la cession d'un bien, et une recherche d'amiante dans un site où les connaissances du bâtiment, la structure d'un bâtiment, la conception d'un bâtiment relèvent quand même d'une capacité technique et d'une formation spécifique. Donc la mention sera adaptée à la nature des investigations demandées par le maître d'ouvrage,
à savoir donc si c'est un pavillon, on aura peut-être une classification moindre qui sera demandée donc à l'opérateur. Celui qui va intervenir sur un IGH ERP pour une remise complète donc l'état de structure du bâtiment devra quand même avoir des connaissances beaucoup plus conséquentes, et donc la mention sera adaptée, je dirais, donc aux métiers et aux ouvrages qui seront à auditer. Voilà. Merci. Voilà donc pour la présentation de ces points d'actualité que nous souhaitions faire ce matin. Je vais me tourner maintenant vers les représentants régionaux en présence ici à Lyon ce matin de la CARSAT et de la Direct. On va commencer par la Direct avec vous, donc Sébastien Paquet. Donc vous êtes ingénieur prévention en appui technique auprès des agents de contrôle à la Direct Auvergne Rhône-Alpes. Je vais y arriver. Déjà sur ces 3 points qu'on vient d'évoquer, est-ce que ça va vous faciliter la tâche pour maintenant pas dresser des procès-verbaux, mais déjà aller en termes de prévention, expliquer à certains que maintenant il y a des textes bien précis et qu'il serait bon de les appliquer? Oui, alors déjà, moi je suis ingénieur prévention, donc mon rôle c'est de faire de la prévention. Oui, mais vous et d'être en accompagnez. appui de contrôle. Vous accompagnez les agents de contrôle parfois. Tout à fait, j'accompagne régulièrement les agents de contrôle sur les chantiers. Pour rebondir sur ce qui a été dit juste avant, moi j'avais quand même une petite précision. Donc en Auvergne-Rhône-Alpes, on a le plan régional santé, comme c'est décliné dans toutes les régions. Et on a également un groupe régional interinstitutionnel amiante, dont fait partie la CARSAT, l'OPPBTP et l'ARS. Le GRIA. Voilà, c'est le GRIA. Et dans le cadre de ce GRIA, on a des actions en destination des maîtres d'ouvrage et donneurs d'ordre. Donc on a prévu de décliner pas mal de conférences et de choses pour une meilleure connaissance de leur part. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, la réglementation, elle va nous aider aussi, parce qu'on voit que ça les concerne directement. Ensuite, en termes de contrôle, pour l'instant, je ne peux pas en dire plus, on verra. On peut prendre des amendes administratives à destination des maîtres d'ouvrage et donneurs d'ordre, effectivement. On peut également dresser procès-verbal. Après, ça, c'est pas mon domaine, c'est pas moi qui le ferai, de toute façon. Donc ça, c'est un petit peu les premières choses. Sur les actions qui vous animent en ce moment vis-à-vis des entreprises, quelle est l'actualité et comment vous les sentez? Est-ce qu'il y a une montée en compétences, montée en savoir-faire ou pas du tout? Soyez cash. Heureusement qu'il y a des montées en compétences. Oui. Parce que sinon, je me dirais à quoi je sers. Oui, mais pas aussi. Ça, c'est la première chose. Après, effectivement. C'est là que ça se corse, quand il voilà. commence à dire effectivement. Voilà. Ça dépend déjà si on travaille, je veux dire, sur de la sous-section 3 ou sous-section 4. Je pense qu'en sous-section 4, on a énormément de travail à faire. Déjà, là, tout à l'heure, on parlait de mode opératoire. On n'en voit pas tous les jours. Je ne suis pas submergé de mode opératoire, moi, sur mon bureau, en me demandant un avis sur les modes opératoires. Ça, je suis un peu cash, là, quand je dis ça, mais c'est quand même une réalité de terrain. En sous-section 3, à l'heure actuelle, nous, ce qui nous anime un petit peu au niveau du groupe régional interinstitutionnel amiante, c'est tout ce qui est bilan aérolique. Bilan aérolique prévisionnel et bilan aérolique réel, surtout sur chantier. Et là, on a un travail énorme à faire avec les entreprises. Parce que c'est extrêmement difficile. Ça demande de la connaissance technique, de l'expertise scientifique et à la fois aussi du bon sens sur le chantier. Et on le voit très bien qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément une grande connaissance scientifique, mais qui sont capables de faire des choses formidables. Et d'autres, à la limite, qui pourraient être très bons sur le papier, et rendus sur le terrain, c'est pas gagné. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, parce que quand on est en niveau 2 ou en niveau 3 sur un chantier, on sait que l'aérolique du chantier, ça va être vraiment quelque chose de prépondérant par rapport à la protection, à la fois de l'environnement, parce que c'est quand même important aussi, mais à la fois des opérateurs. Et ça, donc, du coup, on essaye, et là, on est en train de, dès la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, je ne sais plus, on va commencer, nous, à faire, et avec certaines entreprises qui ont voulu jouer le jeu, une petite étude, et on va essayer de montrer quelles sont les bonnes pratiques pour arriver à mieux appréhender toutes ces choses-là et arriver à faire quelque chose d'intéressant sur le terrain. Et à ce sujet, vous ne l'avez pas évoqué, mais vous disposez d'une enquête alors qui n'est pas statistiquement vérifiée parce que vous n'avez pas eu assez de réponses, faut être clair. Tout à fait. D'entreprises qui interviennent donc en sous-section 4,
Est-ce que vous pouvez nous faire un petit scoop? Là, on est juste entre nous. Quels sont les résultats, même si ce n'est pas statistiquement valable? Alors, je ne vais pas donner de vrais résultats, je vais donner des tendances là-dessus. Parce qu'effectivement, en 2016, notre service statistique a mené à notre demande une étude par rapport aux entreprises de sous-section 4, donc les petites entreprises, on parle d'entreprises de moins de 20 salariés. On a fait un panel d'échantillonnage de 3500 entreprises, donc à la fois un peu de tous les corps de métier, électriciens, plombiers, chauffagistes, couvreurs, climatiseurs, peintres, serruriers. Et donc c'était une enquête vraiment qui était marquée directe, donc les gens ils savaient à qui ils répondaient aussi. Donc c'est important à préciser, donc peut-être que des fois ils n'ont pas voulu répondre non plus. Ils ont eu la trouille. On fait un peu peur, je ne sais pas pourquoi, pourtant j'ai pas l'impression. Donc par rapport à... C'est le nom qui doit faire peur. Par rapport à ça, il y a quand même eu 1093 répondants, donc à peu près un peu plus de 30%. Et dans ces 30%, donc il y avait des tas de questions sur la connaissance du risque amiante, sur quelles sont leurs pratiques au niveau du terrain. Et un petit peu, donc là je vais vous donner quelques petites choses qui nous, enfin même, il y a eu des présentations à nos partenaires et ça leur semble être le reflet du terrain. Donc quand on parle de connaissance du risque amiante, par exemple, on a à peu près 4 chefs d'entreprise sur 10 qui sont capables de citer spontanément 3 matériaux contenant de l'amiante. Donc on peut se dire c'est bien. Enfin c'est 4 sur 10. Ça fait 4 sur 10. Souvent on observe des redondances en plus dans leurs réponses parce qu'ils vont nous dire plaque, fibrociment et plaque ondulée. Donc je sais pas, j'entends que ça rigole là, mais voilà, ils en ont trois là. Il y a des connaisseurs visiblement dans la salle. Il y a des connaisseurs. Environ un chef d'entreprise sur 5 de ces entreprises-là qui sont et qui estiment en plus être concernés par l'amiante pour cela. 1 sur 5 n'est pas capable de citer un seul matériau contenant de l'amiante. 2 entreprises sur 3 ne se sentent pas concernées du tout par ce risque. Quand on est plombier chauffagiste, voilà, il y en a 2 sur 3 qui ne se sentent pas concernés. Donc ensuite, avant l'intervention, et là on va rejoindre un petit peu la thématique du jour, il y a à peu près 2 entreprises sur 5 qui demandent la date de construction au donneur d'ordre. Donc ça permet déjà de donner une idée, de savoir si l'immeuble bâti est capable, est susceptible ou non de contenir de l'amiante. Donc ça c'est une bonne pratique. Mais la moitié des entreprises ne demandent absolument aucun document au donneur d'ordre. Donc voilà, donc là déjà ça vous met dans le bain et on se dit que finalement la réglementation là c'est peut-être pas mal. Et la majorité des entreprises refusent le chantier en cas de présence avérée d'amiante. Donc en fait ils ont quand même un petit peu peur de ça, ils ont un peu la trouille de ce risque-là, mais finalement on va se dire, là surtout je vais rien demander, comme ça je sais pas. Donc lorsque les entreprises par contre savent qu'elles sont en contact de matériaux susceptibles de contenir l'amiante ou amiantés, donc là c'était des questions qui étaient basées sur les 12 mois précédents l'étude. Donc une entreprise sur 4 a fait suivre une formation SS4 à ses salariés. Seulement 1 sur 4. Alors qu'ils savent qu'ils ont été en contact avec de l'amiante. 1 sur 5 a rédigé un mode opératoire. Je vous dis, c'est pour ça que je suis pas... c'est pour ça que votre bureau est bien rangé. Voilà, c'est nickel. Ce côté-là, côté mode opératoire, je suis pas embêté. Bon, par contre, côté plan de retrait, j'en ai un peu plus. Et moins de la moitié mettent en place des mesures de protection collective. Donc c'est-à-dire que la plupart s'arrêtent uniquement à l'EPI. Donc vous voyez qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et quand vous lisez ça, même si c'est pas statistiquement valable, vous l'avez partagé avec vos partenaires, vous vous dites quoi? Vous dites il reste du boulot, là, on n'est pas bon. Bah non, quand je dis ça, on n'est pas. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, la salle, mais moi je trouve qu'on n'est pas. On a encore beaucoup de progrès à faire, quoi. Et donc, bon là c'est pour ça que je vous donne des chiffres globaux, qui montrent que c'est pas terrible, quoi, et qui montrent qu'il y a encore beaucoup de travail à faire ensemble. Avec déjà, je pense qu'avec les rapports de repérage avant travaux, ça va permettre d'avancer et de gravir une marche. Bon, il faudra le temps que ça se mette en place, comme n'importe quelle réglementation. On ne va pas arriver de suite avec la matraque et bim, allumer tout le monde.
parce que ça marche pas ça non plus. Hein. Il y en a certains qui sont rassurés là dans la salle aussi. Oui, j'en sens qui soufflent. Ouais. Vous me disiez, quand on s'est parlé pour préparer, vous me disiez, on n'est pas comme sur la route, les forces de l'ordre qui sanctionnent assez allègrement. Vous sanctionnez à hauteur de 3%, je crois, ça, les cas les plus sévères. Donc, Alors, donne lieu à un PV dans 3% des cas. Donc, c'est vrai qu'il y a en gros, plus de latitude quand même que sur la route. Si je prends l'ensemble des statistiques de l'inspection du travail, donc là, je parle plus que amiante, effectivement, il y a 3 interventions sur 100 d'un inspecteur du travail qui donnent lieu à procès verbal. Voilà. C'est pour, Repos, vous pouvez souffler dans la salle, donc tout va bien. Après, c'est sûr qu'un inspecteur du travail vous réclame 3 fois la même chose ou 4 fois la même chose et qu'il n'y a toujours rien de fait au bout de 4 fois, bon, il va passer à la vitesse supérieure. Mais en général, la plupart d'entre vous vont être d'accord autour de la table, c'est que d'abord il y a une lettre d'observation, il y a des explications et vous avez aussi le droit de répondre. Et ensuite, ils se permettent de dresser procès verbal si ça va toujours pas. Voilà, donc ça c'était un petit peu juste par rapport quelques mots très très rapides par rapport aux normes. A priori, ce que souhaiterait quand même le ministère du Travail, c'est que pour les 6 arrêtés qu'il y ait à peu près une norme à chaque fois. Et quand on voit les problématiques par rapport à la NFX 4601, déjà, je pense que ça risque d'être un petit peu, ça risque d'être un petit peu long. Hein, Maître Vianney se frotte les mains, parce qu'il va y avoir des lectures différentes selon les uns et les autres. Il va falloir trancher. Surtout avant le 1er octobre 2018, ça semble très compliqué. Mais bon, merci. Voilà. Pierre-Alban Doucet, donc contrôleur de sécurité à la CARSAT Rhône-Alpes. Vous n'avez pas englobé l'Auvergne, vous, de votre côté. Vous êtes plutôt vous orienté sur la prévention, évidemment. Quand vous entendez ces résultats, qu'est-ce que vous dites aussi là en termes de prévention et même de formation? Il nous reste encore beaucoup de choses à accomplir. Alors effectivement, quand on voit les résultats et le niveau de connaissance et de compétences des acteurs sur le terrain, on se dit qu'il y a un gros travail encore à faire au niveau de la formation, au niveau des organisations professionnelles, au niveau des organisations syndicales, et puis au niveau, avec nos partenaires, de manière à ce qu'on puisse essayer les bonnes pratiques et avoir donné à chaque niveau la bonne information, de manière à ce que chacun, puisqu'en fait, certains dans la salle ont l'habitude de dire une chaîne de compétences partagées, donc je vais reprendre ce thème, parce que dans tous les niveaux, maître d'œuvre, maître d'ouvrage, donneur d'ordre, entreprise, conseil extérieur, chacun à un moment donné a une clé pour participer à la maîtrise du risque. Et il ne suffit pas qu'un soit déficient, il suffit qu'en fait qu'on ait l'ensemble des déficients, puisque sinon il y a quand même parfois une redondance. Quand on a un maître d'œuvre qui est compétent, logiquement il peut alerter son client sur la déficience de l'entreprise potentielle, sur la mauvaise qualité du marché par exemple qui peut être alloué. Donc du coup il y a un certain nombre d'acteurs, et en fait on a souvent malheureusement des situations catastrophiques, c'est quand l'ensemble des verrous n'ont pas fonctionné. Alors parfois, j'allais dire, et là, au moment où c'est vécu, c'est mal vécu, mais il y a la patrouille, donc la directe qui peut intervenir. Souvent, c'est tardif au moment de l'élaboration du marché, mais à ce moment-là, on n'a pas encore exposé les gens. Donc finalement, c'est encore temps de trouver des solutions correctives. Correctives d'abord. Et du coup, on n'a pas encore exposé les gens, donc on n'est pas encore dans une situation catastrophique. C'est peut-être une catastrophe économique, c'est peut-être une catastrophe par rapport au planning des marchés, mais on n'a pas encore une catastrophe humaine. Et lorsque ces verrous-là ne sont pas aussi utilisés, malheureusement, on a une exposition de personnes avec toutes les conséquences que ça peut avoir en cascade, et dont conséquences qu'on maîtrise malheureusement, ou dont on a connaissance que souvent sur le long terme, puisque en matière de maladies professionnelles, on n'a pas une exposition et un fait direct, on a une exposition et potentiellement à 10, 20, 30, 40 ans, une maladie qui se déclenche avec une conséquence dramatique à l'issue. Quelles sont les actions concrètes de la CARSAT Rhône-Alpes liées à l'amiante ? Alors, concrètement, juste pour situer, donc la CARSAT Rhône-Alpes, on est assureur social au départ. Alors jusqu'à présent, en Rhône-Alpes, on avait une particularité, c'est que on agissait, de manière générale, les CARSAT ou le réseau sécurité sociale est compétent dans le cadre assurantiel. C'est-à-dire que nos clients sont les entreprises, donc on allait agir auprès des entreprises pour des risques propres de l'entreprise. Vis-à-vis des maîtres d'ouvrage ou des donneurs d'ordre, on allait agir pour leurs propres risques, mais on avait du mal à interagir entre la responsabilité du donneur d'ordre et les conditions dans lesquelles mettait l'entreprise.
Ça, c'est au niveau national. En Rhône-Alpes, on avait une particularité, puisqu'on a inventé le cinéma et les lumières. On agissait déjà, enfin, on essayait d'agir déjà sur les donneurs d'ordre et les maîtres d'ouvrage. En revanche, on n'agissait pas sur la thématique amiante, puisque au niveau Rhône-Alpes, l'amiante était perçue comme étant un risque général, comme la chute de hauteur, un chose comme ça, un risque classique. Du coup, on n'avait pas développé d'action particulière sur ce sujet-là, et on se rattachait à des actions qui étaient pilotées par d'autres organismes, par nos partenaires. Depuis 2014, donc au niveau national, l'amiante est redevenue une des priorités négociées entre l'État et la CNAM. Et du coup, en Rhône-Alpes, on a dû aussi mettre en œuvre les politiques publiques qui étaient définies au niveau supérieur. Et du coup, on est rentré un peu plus dans une dynamique plus proactive, entre guillemets, sur ce risque-là, moins passive comme on pouvait l'être avant. Avant, on s'associait, mais on était moins acteurs. Donc aujourd'hui, on essaie d'être acteurs. Et du coup, notre façon de procéder avec les maîtres d'ouvrage ou les donneurs d'ordre classiques, finalement, dans cette nouvelle action, a été un bénéfique, enfin, a été une catalyse, on va dire, puisqu'on avait déjà l'habitude de rencontrer les maîtres d'ouvrage, donneurs d'ordre, maîtres d'œuvre, coordonnateurs espèces, pour essayer d'essayer les bons messages, pour essayer de rencontrer pour prendre conscience de leurs difficultés et de voir quelles clés on pouvait leur donner pour une meilleure compréhension de la problématique. Et puis après, jusqu'à présent, vis-à-vis des entreprises, donc on avait une relation classique, comme l'inspection, l'OPP-BTP, on était destinataire des plans de retrait ou des modes opératoires, et du coup, en fonction des situations, en fonction d'un certain nombre de clés, on allait agir ou pas sur le chantier pour donner, pour corriger des situations ou pour aller chercher aussi des bonnes pratiques, puisque à un moment donné, comme tout à chacun, parfois on n'est pas très innovant, donc on mûrit notre expérience et notre expertise grâce aux entreprises, grâce aux maîtres d'œuvre, aux maîtres d'ouvrage. L'enjeu est un enjeu de santé publique de toute façon. Daniel Bisson l'évoquait tout à l'heure avec son compteur là, qui fait un peu peur des morts et des accidents du travail liés à l'amiante. Vous, ça pèse, vous l'avez en chiffres précisément? Alors, en fait, l'amiante est un risque professionnel, mais c'est aussi un risque social. Donc au niveau du risque professionnel, parce que sur le risque social global de l'amiante par rapport à la collectivité, j'ai pas des chiffres stabilisés, donc je peux pas vous les dire, puisque j'ai jamais réussi à les valider, mais on parle de plusieurs... On approche les dizaines de milliards d'euros quand même sur l'impact économique. Je ne vous parle pas de l'impact humain qui est un drame, mais sur l'impact économique. Donc au niveau de notre branche, donc la branche accident du travail maladie professionnelle, à savoir que le budget de dépenses annuelles est de l'ordre entre 13 milliards, 12 milliards, ça va dépendre malheureusement de la sinistralité des entreprises, mais en 2016 on était à 12,6 milliards. L'impact et le coût de l'amiante professionnel, donc c'est de la réparation, pèse 2,2 milliards, donc de l'ordre de 17% du budget global. Donc comme vous l'avez évoqué en introduction, c'est la deuxième cause de maladie professionnelle. En revanche, c'est le premier poste de dépense de ma branche. Donc du coup, ça devient, lorsqu'on se place dans le secteur assurantiel, ça devient une priorité d'action quand même, de manière à réduire ces dépenses. Alors l'objectif, bien sûr, tout préventeur, c'est pas parler d'argent, c'est pas de dépenses, mais c'est de parler de santé et de prévention. Donc c'est d'essayer de décaler nos actions en amont, de manière à ce que cet argent qui est gaspillé finalement, dans un drame humain, mais qui est gaspillé, soit placé en amont des opérations, en amont des repérages, en amont de la formation, de manière à ce que demain, ces 2 milliards se transforment en plus qu'un, plus que deux, plus que 200 000, plus que zéro. Et du coup, c'est à la fois des gains d'argent pour la collectivité, mais c'est aussi des gains de santé pour l'ensemble des acteurs. Pour améliorer ces indicateurs plutôt funestes, ça passe par la montée en compétences, je l'ai dit tout à l'heure, et donc ça passe aussi par la formation. Et vous avez un rôle à jouer. Alors, il y a différents niveaux, comme on a vu, et chaque acteur a son rôle. Donc effectivement, il y a la première chose, formation des maîtres d'ouvrage. Puisque dans l'élaboration de leur marché, s'ils ne sont pas éclairés, ils vont mal élaborer leur marché, donc du coup potentiellement se tromper d'entreprise, se tromper d'opérateur, se tromper de maître d'œuvre aussi, parce qu'à un moment donné, quand je construis le viaduc de Millau, je ne vais pas prendre un maître d'œuvre qui a l'habitude de faire une villa individuelle. Donc dès le départ, au moment de la conception du programme, dès le départ, on a déjà les premiers biais. Donc si le maître d'ouvrage n'est pas éclairé, forcément il risque de se tromper, par méconnaissance. Donc du coup, nos actions à l'heure actuelle sont d'éclairer les maîtres d'ouvrage, de leur donner des clés de lecture. Clés de lecture aussi, par exemple, sur ce qu'est la certification d'entreprise, sur ce qu'est un processus, puisque on ne l'a pas abordé, mais rapidement, entre un niveau 1, entre guillemets, en retrait d'amiante, entre un niveau 1 et puis un niveau 2 ou un niveau 3, on a toute l'installation matérielle fixe qui a un coût économique très important. Donc l'enjeu, c'est de passer en niveau 1. Par contre, on a beaucoup d'entreprises qui interviennent en faux niveau 1, c'est-à-dire qu'ils vont s'affranchir des protections collectives et de tout ce coût qu'il y a. En général, on moyenne à 40% quand même du coût global de l'opération sur un chantier de désamiantage. Du coup, ils peuvent annoncer des prix bas à un client, et si le client n'est pas éclairé et ne comprend pas ce qu'il y a derrière le mot processus et comment les différentes mesures qui vont attester ce processus ont été élaborées et quel rapport il peut demander, le rapport final par exemple du labo, pour savoir s'il est dans une répétitivité de l'action ou si c'est complètement quelque chose de différent, il risque de se tromper d'entreprise avec les conséquences derrière. S'il est rattrapé par la patrouille, c'est moindre. Si derrière il n'est pas rattrapé par la patrouille mais qu'on se découvre qu'il y a une pollution au moment de la restitution, il devra gérer tout le passif et tout le relationnel avec ses propres salariés, avec les entreprises successives qui seront intervenues après le désamiantage. Et là on a un effet des dominos où les conséquences financières peuvent être extrêmement importantes. Et du coup,
c'est que les lectures sont importantes. Alors après, pour revenir sur le rapport, j'allais dire, on l'attendait tous qu'à un moment donné, ça soit acté dans le code du travail. Pour des maîtres d'ouvrage institutionnels, entre guillemets, on n'avait plus trop besoin de ça. Ça va pas trop changer, quoi. Ça va pas trop changer parce qu'ils avaient déjà, c'est des acteurs qu'on rencontrait souvent, donc du coup, ils pouvaient pas se targuer d'une méconnaissance. Après, pour des maîtres d'ouvrage one shot, je m'entends en disant ça, hein, qui n'ont pas l'habitude de conduire des opérations, là au moins, ils ont déjà un niveau d'information. Code du travail, ce sera direct. Genre l'industriel qui veut modifier un peu ses installations sur un site. L'extension, pour eux, c'était toujours compliqué. Ils voyaient pas quelque chose de clairement expliqué, donc ils avaient le sentiment d'avoir des dépenses inutiles, futiles, enfin plein de choses, qu'on leur assénait des choses supplémentaires, et ils n'avaient pas toujours les clés de compréhension. Après, sur les rapports de repérage aussi, effectivement, je rejoins quand on voit encore des repérages qui parlent d'amiante friable, non friable, qui non accessible et qui s'intitulent rapport avant travaux. Enfin, on a un problème de qualité et les maîtres d'ouvrage n'avaient pas les capacités souvent d'analyser ces documents. Ouais. Voilà. Après, la maîtrise d'œuvre, on essaie d'agir sur la maîtrise d'œuvre pour la monter en compétences, puisque tout à chacun ne peut pas se targuer d'être compétent dans un domaine s'il n'a pas acquis des bases. Donc après, il y a l'expérience qui, pour certains maîtres d'œuvre, c'est à force de conduire des opérations qu'ils ont acquis des compétences. Mais on essaie de détecter les organismes de formation ou des différents diplômes qui permettent d'acquérir les compétences. Et du coup, sur certains projets, on conseille les maîtres d'ouvrage pour qu'ils s'intègrent, qu'ils s'associent dans la maîtrise d'œuvre des gens compétents. Ça passe aussi par les coordonnateurs SPS. Donc en Rhône-Alpes, on a des clubs SPS où régulièrement le sujet amiante est traité. Et actuellement, avec le PPVTV, par exemple, on fait des sessions sur les départements où on leur donne des clés. Et l'objectif, c'est pas de les former, mais c'est de leur faire prendre conscience que finalement, s'ils veulent aller sur des travaux de réhabilitation, postuler sur des chantiers en coordonnateur espèce en réhabilitation, il faut qu'ils aient ces compétences-là. Sinon, ils se l'interdisent, entre guillemets. Et puis après, il y a les entreprises et les salariés. Donc au niveau des entreprises sous section 3, vu que entre guillemets, le marché entre guillemets, on va dire un peu mature, alors je prends des prudences parce qu'il n'est pas encore complètement mature, on agit en fait auprès des organismes de certification pour essayer de maintenir la qualité de la formation, puisqu'on a des ressources limitées. Donc on ne peut pas aller dans chaque entreprise essayer entre guillemets ce qu'on voudrait voir comme bonne pratique et comme bon niveau de connaissance. Donc on intervient par les organismes de certification et de formation. Ensuite, au niveau des entreprises de sous-section 4, là pareil, on n'a pas la possibilité d'aller voir chaque entreprise. On estime qu'il y a 2 millions de salariés, d'individus qui sont concernés par la formation SS4, parce qu'il y a bien entendu toutes les entreprises de maintenance d'entretien du bâtiment, il y a toutes les entreprises qui interviennent dans le milieu industriel, nettoyage et qui en découlent, et puis il y a beaucoup aussi de régies en fonction publique dans les collectivités territoriales qui sont concernées par cette réglementation. Et du coup, on n'a pas du tout les moyens matériels d'agir. Donc on essaye de travailler avec les organismes de formation, de leur appliquer effectivement un cahier des charges qui pourrait paraître disproportionné ou très exigeant, mais l'objectif c'était d'avoir des formations de qualité pour que les gens, à partir du moment où ils vont se former, aient les bonnes informations et les bonnes réactions. Aujourd'hui, on est quand même effaré par voir des gens un chef d'entreprise, une petite boîte de 10 salariés qui va aller passer 5 jours en formation, encadrement technique, qui va envoyer 2 collaborateurs 2 jours dans un organisme de formation et qui vous envoie un plan de retrait amiante friable. C'est simplement pas tolérable. Il vaut mieux quelqu'un de pas formé et qui ait juste l'information pas formé, pas touché, qu'on a une campagne qu'on a largement déployée, que quelqu'un qui est mal formé parce qu'il va être dangereux pour lui, dangereux pour les autres. Et le temps passé pour un petit entrepreneur, 5 jours de formation, et ça ne sera pas rattrapable. Merci. On reviendra peut-être si on a le temps, parce que je vois que le temps tourne et j'aurais voulu aussi que la salle puisse s'exprimer avec vous sur les actions que vous menez. Maintenant, les responsabilités avec Maître André Vianès. Est-ce que tout ce que l'on vient de dire, est-ce que ces changements de texte vont avoir des répercussions sur les responsabilités des uns et des autres, et notamment des maîtres d'ouvrage? Oui, la réponse est oui. Et très bien, suivant. C'est absolu. Simplement, il faut quand même remettre le décret qui, moi, me paraît important, effectivement, le décret du 9 mai 2017. Il faut le faire remonter à sa source. La mère de ce décret, elle n'est pas très vieille, c'est la loi du 8 août 2016, que vous connaissez tous sous son nom loi El Khomri ou loi travail, et c'est son article 113 qui a été transposé dans le Code du travail. Alors, ce qui est important, c'est que cette disposition n'est pas dans le Code de la construction, elle n'est pas dans le Code de la santé, elle vise les maîtres d'ouvrage
donneur d'ordre, y compris, je souligne, celui qui donne des ordres à un sous-traitant, me semble-t-il. Ce n'est pas simplement le donneur d'ordre au sens général du terme, ou bien le propriétaire, qui n'est pas forcément le propriétaire d'un bâtiment, ça peut être le propriétaire de matériel roulant ferroviaire, le propriétaire d'un réseau d'une chaufferie ou d'équipement, ou le propriétaire, tout bêtement, d'équipements industriels, par exemple dans la chimie ou en matière nucléaire. Et l'article 113 est assez bien rédigé, ça donne l'article 4412-2 du Code du travail, et là, en vue de renforcer, alors je cite parce que c'est très important, en vue de renforcer le rôle de surveillance dévolu aux agents de contrôle de l'inspection du travail. Ils sont ici indirectement représentés. Le donneur d'ordre, etc., fait pratiquer au repérage. Alors pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que c'est une obligation du droit du travail qui porte sur le maître d'ouvrage. Or, spontanément, il y a très peu d'obligations de ce type. En matière de travail détaché, maintenant, il est vrai que le maître d'ouvrage doit veiller à ce que des gens qui sont sur ces chantiers appartiennent à des entreprises qui sont en situation régulière et qu'ils soient eux-mêmes en situation régulière. Mais il y en a très peu. Pourquoi ? Parce que d'expérience, la préoccupation du maître d'ouvrage est très souvent de l'architecte ou du maître d'œuvre qui l'accompagne. La préoccupation est simple. Il réhabilite un bâtiment après démolition. Sa préoccupation première, ce n'est pas les conditions de dépollution qui sont essentielles en matière de désamiantage, c'est d'avoir ensuite un bel ouvrage. Et un bel ouvrage, qu'est-ce que c'est ? C'est la solidité de la construction de l'ouvrage, c'est la fonctionnalité. Et c'est, lorsque c'est nécessaire, dans certains cas, c'est l'esthétique, avec des pondérations différentes. Si c'est industriel, c'est forcément moins esthétique, et si c'est un bâtiment d'agrément, c'est plus esthétique et plus fonctionnel au regard d'autres fonctions de confort. Donc sa préoccupation, ce n'est pas les préoccupations principales de ce côté-là. Ce qui me paraît important, j'en viens au décret, c'est que l'application donc, de cet article de loi qui s'accompagne bien sûr de sanctions, parce qu'il n'y a pas d'obligation sans sanctions. Les sanctions, en raison de leur grande bienveillance, les représentants indirects ou directs des organisations de contrôle les ont pas évoquées. Mais dites-nous. Le fait pour le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire, de ne pas se conformer aux obligations, donc s'ils s'en exonèrent, ici ça en exonère, pour l'application de l'article que je viens de citer, c'est une amende maximale de 9 000 €. Bon, de 9 000 €. Par contre, il y a une autre sanction qui est importante, c'est que lorsqu'il y a une méconnaissance de l'obligation donc, de ce repérage avant travaux, dans sa forme actuelle, il y a une amende de 3 750 € pour toute personne. Et alors là, l'expression est un peu compliquée. Moi, je vais vous dire comment je l'interprète. Pour toute personne autre que le propriétaire, le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage, de méconnaître par sa faute personnelle l'article que je viens de citer, l'amende est de 3 750 €. Mais elle est de 3 750 €, mais elle est multipliée par le nombre de salariés présents sur l'entreprise, d'opérateurs ou de salariés. Donc s'il y a 10 salariés, ça fait 37 000. S'il y a récidive, on peut aller jusqu'à l'emprisonnement d'1 an. Ou une amende de 9 000 €. Une amende de 9 000 €, s'ils sont 10, ça fait déjà quelque chose. Alors il me semble que ça ne porte pas, ce n'est pas les obligations de l'employeur qui sont ici visées, sauf s'il s'engage, si par exemple l'entreprise méconnaîtrait l'inexistence de ce rapport avant travaux. Je crois que c'est de ce côté-là, ou si le maître d'œuvre, peut-être, conduisait les opérations, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous êtes plus qualifié que moi, mais s'il manquait à son obligation de conseil et laissait s'engager les opérations, il serait aussi sanctionné. Donc ça peut être d'interprétation relativement large. Alors pour en venir au décret, moi, ce qui me paraît utile, dans toute chaîne, on l'évoquait indirectement tout à l'heure, dans toute chaîne, lorsqu'il y a un maillon faible, c'est lui qui cède.
Or, sans critiquer les travaux qui ont été faits par les diagnostiqueurs jusqu'à présent, il apparaît assez souvent que le diagnostic était souvent, pour diverses raisons, était souvent lacunaire. Et puis il existait aussi, je dirais, des lacunes inéluctables. C'est lorsque le repérage initial est tellement destructif que c'est la seule progression du chantier lui-même qui permet de faire ce qu'on appelle classiquement des découvertes d'une certaine façon et de dire j'ai conduit sur la base du repérage dont le périmètre est maintenant, et c'est bien me semble-t-il, est clairement limité. Une fois que je suis allé au-delà, je me suis aperçu qu'il y avait des nécessités de complément de repérage. Donc ceci est prévu, organisé, et pour moi, sur le plan comme juriste, c'est une bonne chose parce que c'est un élément de la loyauté contractuelle. C'est-à-dire plutôt que d'avoir tout d'un coup des gens qui lèvent les bras au ciel en disant ici nous sommes dans une terre inconnue et nous avons trouvé de l'amiante, il vaut mieux qu'ils sachent qu'il y a une partie de terre inconnue dans le bâtiment, que le diagnostiqueur ait montré qu'il avait des limites techniques, qu'il ne les ait pas dissimulées. Et à ce moment-là, ça veut dire que le maître d'ouvrage, dès le début, il est informé du fait que les contrats qu'il va signer, les devis qu'il va approuver, correspondent à tel périmètre, mais que des plus-values à son détriment ne sont pas impossibles. Moi, ça me paraît être un cran de précaution supplémentaire. Alors que dire d'autre pour respecter un peu le temps de parole? Simplement, on a parlé de la norme, la norme en question. Alors, deux remarques. Premièrement, la norme en question, elle ne concerne que le bâtiment. Vous pouvez dire, elle ne concerne pas le génie civil, et elle ne concerne pas les équipements industriels, les équipements mobiles, etc. Alors tout à l'heure, j'écoutais avec attention l'idée qu'on pourrait faire 6 normes, Oui. mais le délai de cuisson ou le délai de ponte de ces œufs par la FNOR Tellement long. me paraît tel que, me concernant, je renonce, ça ne me paraît pas être mon horizon de vie, même peut-être celui de la plupart de ceux qui sont là en dessous, Sympa, voilà. d'une trentaine d'années, Profitez sauf ceux de votre qui sont en dernière dessous soirée. d'une trentaine d'années. Donc je pense que cette hypothèse est peut-être à laisser de côté. Un peu trop Par- techno, quoi. Oui, c'est Ouais. une hypothèse un peu technocratique, effectivement. Par contre, l'autre remarque, c'est que la norme n'a jamais été obligatoire. Elle peut l'être rendue contractuellement. Il est tout à fait possible, notamment dans les marchés privés, qu'elle figure, et ça me paraît moi nécessaire et utile, qu'elle figure dans les documents du marché, et qu'il en soit de même, soit par un arrêté concernant les références techniques pour les marchés publics, c'est une des possibilités de technique juridique, soit par la volonté des maîtres d'ouvrage publics, de l'État, des collectivités, des hôpitaux. Il est tout à fait nécessaire, me semble-t-il, qu'il y soit fait référence. Avec simplement un élément, c'est que si cette norme n'est pas citée en tant que telle, on peut au moins, dans des contentieux pour des négociations, on peut la considérer comme représentant les règles de l'art. C'est la moindre des choses. Vous voyez que je ne suis pas là pour désespérer de la FNOR. Donc cette norme, il faut en voir quand même les limites, mais en même temps le caractère utile. Je voudrais terminer sur juste une remarque. Brièvement. Brièvement, le maître d'ouvrage, on parle le maître d'ouvrage, le donneur d'ordre, mais il faut sans doute distinguer le maître d'ouvrage professionnel qui gère un parc important, certains sont peut-être représentés, hôpitaux, opérateurs sociaux, etc. Et le maître d'ouvrage, public ou privé, le maître d'ouvrage non professionnel. Bon, le maître d'ouvrage peut effectivement avoir en régie une maîtrise d'œuvre ou l'équivalent d'une assistance à maîtrise d'ouvrage amiante spécialisée de bon niveau. Le maître d'ouvrage non professionnel, moi je ne vois pas comment il peut s'en tirer.
y compris pour indiquer la nécessité du tel périmètre de repérage, sans avoir recours à un assistant à maître d'ouvrage ou recours à un maître d'œuvre. Et à ce moment-là, il faut d'évidence qu'il s'agisse d'un maître d'œuvre spécialisé si l'opération a un niveau à peu près normal de complexité. Merci. Je vous propose que l'on entende, après avoir dressé le portrait de l'actualité, d'avoir beaucoup évoqué les normes, la répression, la prévention, la formation et tout un tas de choses, qu'on passe la parole à l'homme de terrain, Pascal Roussillon, donc Socobat, qui est également, je le rappelle, membre de la Fédération interprofessionnelle du diagnostic immobilier. Désolé de vous faire passer en dernier, mais c'est bien aussi, comme ça on va pouvoir avoir votre avis qui va compter, qui va s'exprimer sur le terrain, une entreprise comme la vôtre. Tout ça, qu'est-ce que ça va impliquer? Est-ce que c'est contraignant? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, le sujet est très vaste et je ne sais trop par quel point l'aborder. Tout d'abord, tout à l'heure, un représentant du CIRTA disait qu'effectivement les désamianteurs étaient des pompiers, ce qui est tout à fait vrai. Moi, j'ai souvent tendance à faire le comparatif de notre métier avec celui de la médecine. Quand un client va voir son médecin, il va y avoir 3 niveaux. Il va y avoir la visite annuelle que l'on peut être amené à faire pour savoir si tout va bien. Et ça va être l'équivalent à peu près du diagnostic avant-vente, avant session ou du DTA qu'on peut être amené à faire dans un bâtiment. Quelque chose d'assez rapide et assez superficiel. Le diagnostic avant travaux va être, lui, beaucoup plus comparé à la visite que l'on va faire chez un spécialiste, où on va regarder dans le détail l'élément qui se porte mal. Si on va voir un spécialiste parce qu'on a un problème à l'articulation du genou, le spécialiste va regarder l'articulation du genou, il ne va pas regarder ce qui se passe dans la tête ou ce qui se passe au niveau de l'omoplate. Donc ça c'est le premier point. Et puis le diagnostic avant démolition, lui, on est au niveau de l'autopsie, c'est-à-dire que il faut qu'il reste pas grand-chose après notre passage, mais par contre on va aller vraiment au fond des choses et il faut bien entendu que dans ces cas-là le bâtiment soit vacant, et qu'on puisse disposer pleinement de l'élément que nous avons à diagnostiquer. Donc ça c'est le premier élément, et ce cadre a vraiment besoin d'être défini parce que ce sont des métiers différents, de la même façon que dans la médecine, ce sont des métiers différents entre le métier du généraliste, le métier du spécialiste et éventuellement du médecin qui va pratiquer l'autopsie à la fin. Il me semble qu'au niveau du diagnostic, il y a des métiers différents, et le fait que la mention rentre en application, ça fait partie des bonnes choses, des choses qui vont dans le bon sens, parce qu'effectivement, il y a des métiers qui sont plus rattachés à l'immobilier d'une façon générale, et une partie du métier qui est beaucoup plus rattachée au bâtiment. Donc ça passe par une connaissance de la structure du bâtiment. Donc là, la loi évolue dans le bon sens, et les mentions vont faire évoluer les choses dans le bon sens. Par contre, avant que vraiment tout cela se mette en place, ça va prendre effectivement un certain temps. La norme va dans ce sens, les arrêtés que nous attendons vont aller dans ce sens aussi. Ça veut dire que petit à petit, il va y avoir une spécialisation des opérateurs de repérage, ce qui globalement va aussi dans le bon sens, parce qu'on est en train de passer d'un métier de généraliste à un métier de spécialiste et de professionnels aguerris dans leur domaine d'activité. Mais le fait que l'on aborde clairement le maître d'ouvrage maintenant, qu'il soit, alors peut-être pas pointé du doigt, mais qu'il soit un peu plus mis en lumière, est-ce que vous dites, enfin, ils vont être informés, ils ne pourront plus nous envoyer au casse-pipe, je schématise volontairement. Disons que le métier d'opérateur de repérage a été très longtemps marqué du doigt. Tout à l'heure, vous avez dit qu'effectivement, de nombreux rapports étaient défaillants. Le constat quand même que l'on peut faire, c'est que s'il est certain que certains rapports sont insuffisants, sont incomplets, effectivement ça existe. Ce que l'on peut voir aussi, c'est que dans les rapports dits défaillants, c'est aussi lié à certaines fois des programmes de travaux qui ont évolué, qui entre le moment où le diagnostic a été fait et le moment où le bâtiment se voit soit désamianté, soit démoli,
il y a eu beaucoup d'évolutions qui ont été faites, que les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre, pendant de nombreuses années, n'ont peut-être pas suffisamment pris en considération la problématique amiante, que les interventions des différents organismes ont accentué cet effort. Moi, je me rappelle dès 2008, quand il y a eu l'inspection du travail qui a mis en place une première structure. Effectivement, il y a eu toute une vague bizarrement de diagnostics qui ont dû être complétés. Mais ils ont dû être complétés pas seulement parce qu'ils avaient mal été réalisés, ils ont dû être complétés parce qu'ils étaient incomplets, parce qu'au départ, les programmes de travaux n'avaient pas été définis convenablement. C'est vrai que les diagnostiqueurs ont été beaucoup montrés du doigt. Maintenant, un diagnostic incomplet, ça ne veut pas dire un mauvais diagnostiqueur, ça veut dire des informations qui n'ont pas été communiquées pour permettre de réaliser le diagnostic dans les éléments, ou un programme de travaux qui a été étendu, et il était pourtant écrit clairement dans le rapport que des investigations complémentaires devaient être faites, et ces investigations complémentaires n'ont jamais été faites. Donc c'est sûr, quand l'inspection du travail passait sur le chantier en disant où sont les investigations complémentaires et qu'elles n'apparaissent pas, le chantier était bloqué, le chantier était arrêté jusqu'à ce que les investigations soient faites. Donc ça fait partie des choses qui effectivement vont dans le bon sens. Je pense que par rapport à ce qui a été dit, oui, aujourd'hui, il y a un maillon qui peut-être est encore insuffisamment représenté. C'est effectivement des assistants à maîtrise d'ouvrage pour accompagner des maîtres d'ouvrage qui, certaines fois, n'ont pas tous les éléments parce que la réglementation amiante est lourde et contraignante, et qu'effectivement, avoir tous les éléments, ce n'est pas simple. Ça veut dire aussi, pour des chantiers de désamiantage importants, avoir des maîtres d'œuvre spécialisés amiante, puisqu'on ne mène pas une opération de désamiantage dans une opération de construction. Je vois passer des chantiers qui sont menés par des entreprises générales où ils s'occupent aussi bien de la déconstruction, du désamiantage que de la construction derrière des bâtiments. Pourquoi pas, mais personnellement, je trouve que c'est risqué, puisque les objectifs sont différents. Les objectifs sont différents, et le coût du désamiantage ou des diagnostics sont des opérations à part entière qui doivent être, à mon sens, menées séparément en amont de tout autre projet. Un constructeur, ce n'est pas un démolisseur, ce n'est pas un désamianteur. Enfin bon. Alors vous pouvez affûter vos questions dans la salle, on va se garder quand même un peu de temps pour 2-3 questions s'il y en a, et je l'espère. J'avais une question sur la quantification, puisque le décret fait rentrer cette notion, si j'ai bien compris. Non, c'est la norme qui C'est la norme, pardon. C'est la norme qui précise qu'a priori, une quantification devrait être faite par le désamianteur. Mais alors ça fait partie des points qui étaient en suspens. Je ne sais pas du tout quelle est la nouvelle version, si c'est fait ou pas. Pour moi, c'est deux métiers différents. Il nous arrive de quantifier les matériaux amiantés, mais c'est une prestation différente. Après, la quantification des matériaux amiantés, on va pouvoir estimer une surface. Ça, c'est réalisable. Maintenant, la quantité de déchets ou la quantité de matériaux amiantés qui va être traité, ce n'est plus de notre ressort, puisque ça va vraiment dépendre du processus qui va être mis en œuvre par la société de désamiantage et la façon dont il va retirer le matériau amianté, suivant le procédé qu'il va générer, qu'il va mettre en œuvre, suivant son processus. Il peut y avoir plus ou moins de déchets, donc la quantification peut être différente. Donc ça, c'est un point, effectivement. Votre voisin piaffe d'impatience de vous prendre le micro, donc écoutons Sébastien. Par rapport au décret, il y a le 4412-97-5 qui prévoit l'estimation des quantités quand même sur donc c'est sûr. Sur le diagnostic. Ouais, d'accord. Donc je ne disais pas n'importe quoi. Estimée, il y a marqué. Daniel Bisson, vous souhaitiez aussi réagir sur cette quantification, s'il vous plaît. Oui, cette quantification augmente encore le niveau de compétence de l'opérateur de repérage, parce que la quantification, ce sont des notions d'économie de la construction. Par contre, ce qu'on ne maîtrise pas, c'est effectivement la nature des déchets qui vont être produits. Il ne faut quand même pas oublier que de l'amiante, le produit amianté et le déchet amianté n'ont rien à voir. Quand on met en installation de stockage de déchets dangereux, donc il y a un groupe électrogène de 3 tonnes où vous avez 350 grammes d'amiante dans les joints, il est évident qu'on a un déchet amiante colossal qui coûte une fortune, mais qui coûterait peut-être plus cher à déconstruire, désamianter, pour simplement extraire 300 grammes d'amiante. Des joints, des tresses ou des... Voilà. Mais le déchet amiante, estimer le déchet amiante, les modes de déconstruction, les modes de transport, les modes de gestion effectivement de ces déchets sont totalement aléatoires par rapport à la façon dont l'entreprise est seule responsable sur l'évaluation des risques et les modes opératoires.
Donc l'opérateur de repérage, il peut effectivement donner des surfaces, mais des quantités de déchets, c'est extrêmement compliqué. Donc c'est un problème aujourd'hui de détail. Donc sur le plan opérationnel, autant un diagnostic déchets avant démolition obligatoire pour les chaunes supérieures à 1000 m², donc qui doivent être transmises. Je voudrais faire juste un rappel. On parle d'amiante, vous parliez tout à l'heure des trois produits principaux. Dans la formation amiante, il y a 3600 produits qui ont été manufacturés à base d'amiante. 3600 produits. Et je peux vous dire qu'on en découvre encore tous les jours. Donc on ne peut pas s'arrêter, fibrociment, plaque de panocelle, joint, calorifuge. Ça, c'est, je dirais, c'est le Père Noël. Tout va bien, il y a très peu. Malheureusement, au fur et à mesure, aujourd'hui, on découvre des produits très émissifs, en particulier les enduits. Et les enduits aujourd'hui mettent en péril des estimations prévisionnelles de travaux, parce que les enduits de ragréage procurent des suppléments de travaux très importants, et c'est énormément contrôlé aujourd'hui donc par les organismes de prévention. Et nous, maîtres d'œuvre amiante, quand on est sur ces opérations, on doit impérativement indiquer aux opérateurs de repérage et vérifier que ces investigations dans le périmètre des travaux soient bien réalisées. Donc tout le monde a une responsabilité, mais l'opérateur de repérage initial, c'est un vrai professionnel dont effectivement la montée en puissance est très importante. Et c'est le Jiminy Cricket, je veux dire, du maître d'ouvrage, quoi. C'est lui qui va le conseiller, l'AMO et l'opérateur de repérage.